Bonsoir et merci de suivre Controverse, l'émission de débat contradictoire sur la RTB. Depuis quelques années, le Burkina Faso a mal à sa cohésion sociale au point que le vivre ensemble commence à devenir un vœu majeur. Ne prie-t-on pas chaque jour dans les temples, églises et mosquées du Burkina Faso pour la préservation de la paix sociale dans le pays? Parce que la violence, l'anarchie, l'incivisme, l'injustice commencent à rythmer le quotidien des Burkinabés. Dans des drames, on en a vécu à cause de ces fléaux. Et pourtant, le Burkina Faso n'était pas très longtemps connu comme une havre de paix, avec une coexistence pacifique de plus d'une soixantaine de groupes ethniques. Comment peut-on alors expliquer que le vivre ensemble se soit effrité aujourd'hui? Qu'est-ce qui divise les Burkinabés? Faut-il craindre un effondrement de notre État-nation? Que faire pour tourner la page de cette parenthèse de notre histoire? Des invités et pas des moindres sont venus répondre à nos questions. D'abord, Maître Guy Hervé Cam, il est avocat et membre du Balai citoyen. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci de venir contribuer à ce débat. Second invité à ce débat, Lionel Bilgo, vous êtes communicateur et vous êtes également analyste politique. Et bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Troisième invité à ce débat, Issaka Sourouema. Il est chargé des missions au ministère en charge de la cohésion sociale. Et vous êtes communicateur, vous êtes également responsable chef coutumier. Naba Boualga, traditionnel. Voilà, traditionnel en l'occurrence. Merci d'être venu. Merci. Et enfin, quatrième invité à ce débat, Dr Jacob Yarabatioula. Il est enseignant-chercheur, sociologue et spécialiste de l'extrémisme violent. Vous enseignez à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir. Bonsoir, et merci d'être là. Je rappelle aux téléspectateurs qu'en deuxième partie de cette émission, ils peuvent appeler au 25 40 79 03 ou nous écrire sur Facebook pour participer à cette émission. Je vais commencer par vous pour commencer, Issaka Sourouema. Et si on doit faire l'état des lieux de la cohésion sociale aujourd'hui au Burkina Faso, est-ce qu'on, si je vous demandais qu'est-ce qui ne va pas, quelle serait votre réponse? Très bien, merci. C'est là une très grande question, mais si on doit effectivement chercher ce qui ne va pas, le constat est que vous voyez que sous le couvert de la religion, il y a des actes terroristes qui sont posés, il y a l'extrémisme violent qui se développe, et ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur indicateur objectif pour prouver que ça ne va pas. Ensuite, derrière cela, au-delà de la religion, il y a des éléments liés, par exemple, à la spécificité des différentes communautés qui habitent le Burkina. Et comme vous le savez, hein, dans tout corps social, même dans nos familles respectives, dans nos villages respectifs, dans nos services respectifs, eh bien, ce ne sont pas les différents en réalité qui manquent. Et ces différents peuvent évoluer vers l'étape du conflit. Alors, mais jusqu'à présent, en réalité, les problèmes interreligieux et les problèmes intercommunautaires, on avait plus ou moins réussi avec le concours, par exemple, de tout le monde, à les contenir à un niveau acceptable. Aujourd'hui, le constat est fait que ce n'est plus le cas, ce n'est plus comme hier. Donc, si je dois dire ce qui ne va pas en mes résumant, c'est que des différends peut-être qui étaient latents sont devenus apparents et pire, se sont transformés en conflit. Voilà ce que je peux dire. Oui, docteur Jacob Yarabatioula, est-ce qu'il y a nécessité ici de faire un inventaire de ce qui ne va pas au niveau de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de tous ces concepts qui entourent la question donc du vivre ensemble aujourd'hui? Je ne sais pas comment on va procéder, quelle sera donc la méthode, mais ce qui est sûr, c'est comme si dans l'imaginaire des Burkinabés, on a quelque chose qui a changé, quelque chose qui ne va pas, et qu'on a beaucoup de faits qui montrent que dans notre vivre ensemble, dans l'unité donc de la nation,
on a quelque chose à se reprocher. Et certains même arrivent à dire que c'était pas comme ça hier. Donc, on est en face d'un sujet sur lequel on manque donc d'éléments d'appréciation, mais de façon, dans l'imaginaire donc de tout le monde, c'est comme si la situation s'est empirée. Et quand vous voyez un peu la situation sécuritaire, vous voyez un peu l'incivisme et vous voyez un peu un certain nombre de facteurs, on est tenté aussi de dire que non, la situation donc s'est dégradée. Donc, je reconnais ici, par exemple, que le Burkina Faso passe par une certaine crise donc, de sa cohésion, de son unité, une crise qui se traduit par des faits politiques, des faits religieux, des faits sécuritaires, peut-être aussi par aussi d'autres faits liés justement à la configuration des institutions, comme l'institution familiale, l'institution scolaire, l'institution également religieuse, ou encore même la façon dont on s'organise entre professions. Donc on peut considérer que comme il y a assez donc, de mouvements, comme il y a assez donc, de perturbations, par rapport à la stabilité, à ce qu'on aimerait avoir, on peut considérer alors qu'on a un problème donc de crise, de cohésion et autres. Mais si on creuse et si on veut peut-être être rigoureux, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui que notre cohésion est en mal? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de dire que hier, on était beaucoup plus soudés qu'aujourd'hui? Quels sont nos indicateurs qui nous renseignent sur l'état de notre pays? À mon avis, on n'a rien qui montre de façon concrète, sinon l'observation empirique, qui nous dit que, bon, comme il y a des divergences... Mais docteur, on l'a vu quand même, après l'insurrection populaire, il y a un certain nombre d'exacerbations de certaines tensions dans le pays. C'est vrai qu'en 2011, on avait commencé à constater un délitement de l'État-nation et ensuite par l'entêtement de l'ancien régime à vouloir se maintenir au pouvoir, il y a un certain nombre de cas d'incivisme qui se sont posés. Est-ce que quelque part tout cela ne justifie pas qu'aujourd'hui on en soit à toucher le fond? Oui, vous avez bien fait donc de situer un peu donc le contexte de la crise de la cohésion sociale ou de l'unité depuis cette période. Peut-être que si on doit chercher davantage, on ira plus loin en profondeur dans notre histoire pour savoir depuis quand est-ce que nous commençons à avoir des problèmes. Parce que quand nous attaquons le problème de la cohésion sociale, nous interrogeons les institutions qui sont faiseurs ou encore qui construisent la cohésion sociale. Quand vous prenez donc les institutions judiciaires, vous prenez les institutions familiales, vous prenez les institutions professionnelles ou les corporations, quand vous prenez toutes ces institutions, quels sont les états dans lesquels ces institutions se trouvent aujourd'hui. Allez-y. Et c'est en interrogeant ces institutions qu'on peut effectivement situer depuis quand nous commençons justement à parler donc de cette cohésion sociale qui est en mal, qui est peut-être en crise. Mais aujourd'hui, si vous prenez les faits, tous les faits récents pour expliquer un peu le mal de la cohésion sociale, ce serait aussi être un peu léger par rapport à l'analyse. Nous pouvons peut-être dire, depuis que donc les gens ont démissionné dans les familles, depuis que les parents n'arrivent pas à donner l'instruction à leurs enfants, on a commencé à toucher aux racines donc justement de la cohésion sociale. Et si nous considérons peut-être que depuis qu'on a commencé à être injuste vis-à-vis donc de certains paramètres ou vis-à-vis de certaines populations, vis-à-vis de certaines couches de notre population, on peut considérer que justement il y a une partie de notre population justement qui commence à avoir. Et quand vous parlez de cette insurrection, certains sont partis du pays, certains sont restés et on n'a pas la même lecture donc de la situation. Il y a des gens qui sont cohérents avec le pays, il y a des gens qui sont en conflit avec le pays et à mon avis, on n'a pas fait grand-chose pour justement rassembler donc toutes ces synergies pour dire on veut reconstruire la cohésion sociale parce qu'il y a eu un problème. On va y arriver dans le cours du débat. Maître Guy Hervé Kam, est-ce que c'est votre analyse par rapport à ce que le docteur dit qu'il faut remonter aux racines du mal, mais les racines du mal ne datent pas d'après l'insurrection populaire de 2014? Ben justement, je dirais que c'est mon analyse et je vais aller peut-être plus loin. Parce que là, je vois que nous sommes partis en réalité d'un constat qui est là. C'est que le pays est en état d'insécurité avancé.
Et vous avez parlé tantôt, quelqu'un a parlé d'incivisme. Donc, il y a en réalité un ensemble de phénomènes que nous observons et nous parlons, nous mettons tout ça sous le coup de la cohésion sociale. C'est là que j'ai dit, on peut aller loin. Parce que si on veut aller loin, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise que dans un État, on est en situation de cohésion sociale? Si on considère que dans un État, lorsque le pays a les moyens de permettre à tous les citoyens, quels qu'ils soient, de vivre et heureux, d'éviter les disparités, d'éviter les marginalisations, on est en situation de cohésion sociale. Quand on va sous ces temps-là, alors on se dit, c'est pas aujourd'hui que le problème de la cohésion sociale au Burkina se passe. Ce n'est pas au moment de l'insurrection, non, c'est bien avant. Dans ce pays, combien de disparités, combien d'éléments de marginalisation ont pu exister. Vous prenez Ouagadougou, la population du centre et la population des périphéries, ce n'est pas la même. Vous prenez les hommes et les femmes, il y a des inégalités, il y a des disparités. Vous prenez les villes et les campagnes. Et finalement, par un concours de tout ça, on se retrouve dans une situation difficile. Je pense que le point du débat, si on veut considérer la question de la cohésion sociale sous ces temps-là, c'est un débat à part. Si on veut considérer la cohésion sociale sous l'angle politique, où quelqu'un a parlé tantôt, des gens sont partis après l'insurrection et considèrent que le pays est en état où on ne peut pas parler de cohésion sociale, c'est deux choses totalement différentes. Mais moi, je considère aujourd'hui que oui, il y a un problème. Le pays a un problème en sa cohésion sociale et que ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des phénomènes aujourd'hui qui font que, eh bien, même si on ne le voyait pas, ben, ça a éclaté à notre figure et on voit aujourd'hui des problèmes liés à l'insécurité. Quand on parle d'insécurité, tout le monde vous dit... Oui, mais comment on peut expliquer cela? C'est vrai que vous l'avez dit, docteur l'a dit, il y avait par exemple des conflits un peu larvés qu'on voyait dans la société. Il y avait je vais parler un peu littéral, des bisbilles entre les populations. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est allé un peu plus loin que cela. Comment on peut peut-être expliquer? Mais il y a un élément déclencheur dans toute chose. Les ingrédients étaient réunis. Et maintenant, il y a un ensemble d'éléments qui sont internes à nous, à notre pays, mais qui sont aussi exogènes, qui font que finalement, on est dans une situation de crise qui font qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de cohésion, de problèmes de cohésion sociale, même si, en réalité, comme j'ai dit, il faut manier ça avec attention. Donc, ces éléments-là, si on veut faire l'inventaire de ces éléments, il y en a tellement. Bien sûr, le facteur le plus important, c'est la question de l'insécurité, dont on sait comment il est venu dans notre région. Mais s'il est venu dans notre région et qu'il restait qu'il a trouvé un terreau fertile, si justement toutes nos structures, parce que la question de la cohésion, c'est bien, c'est l'État, c'est les citoyens, c'est tout le monde. Si justement toutes les structures familiales, sociales, religieuses, toutes les structures de groupe étaient fortes, étaient restées fortes pour contrer ça, peut-être qu'on aurait pu opposer une résistance à cette difficulté-là. Malheureusement, à certains endroits, peut-être qu'on n'était pas fort. On dit chez nous que en fait le plat se perce toujours là où c'est plus faible. Eh bien, il s'est trouvé des poches faibles et il s'est percé. Lionel Bilgo. Moi, je pense que la cohésion sociale désigne les liens qu'il y a entre les acteurs d'un groupe social, entre eux et avec le groupe aussi. Et je crois que la question de la cohésion sociale au Burkina, bien entendu, ne date pas d'hier. C'est une question qui remonte même peut-être à la création du Burkina en tant qu'État dans ses frontières, qui est du fait de l'étranger, du colon. Je pense qu'il y a toujours eu une espèce de coexistence communautaire, mais pas de cohésion sociale en termes purs. Parce que pour parler de cohésion sociale, il faut définir en fait ce qui nous lie. Qu'est-ce qui fait qu'on est burkinabé, que l'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud? Qu'est-ce qui crée la définition du burkinabé? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Et qu'est-ce qui fait que nous reconnaissons en cette définition d'être burkinabé? Je pense que cette question, vous la poserez à n'importe qui dehors. Peu de gens sauront vous définir en fait ce qui fait l'unanimité en tant que burkinabé, quoi. Sankara a essayé.
quand on a parlé d'homme intègre, entre guillemets, a donné une identité particulière à l'homme burkinabé. Malheureusement, c'est un élan qui a perdu de sa belle course en 87, mais on n'a pas pu reconstituer cette identification nationale qui permette à tout le monde de se reconnaître. C'est ça qui fait aujourd'hui que moi je pense que même si la question de la fragilité de la cohésion sociale existe depuis longtemps, n'empêche qu'aujourd'hui on est comme dans une espèce de volcan en ébullition avec tout ce qui se passe autour. Et donc il y a urgence à se... Est-ce que le volcan n'a pas commencé à cracher? Si on va compter les désagréments, l'incivisme, la montée en puissance de la remise en cause même de l'autorité de l'État, on peut se dire que le volcan a commencé à cracher. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelles ressources énergétiques et intellectuelles avons-nous pour nous ressaisir, afin de nous mettre autour de la table et de réfléchir à une espèce d'identification des ingrédients qui vont amener à cette cohésion sociale-là. Vous savez, il y a une chose que Douamba Jean-Marc Palme a écrit, et c'était vrai, et c'est fondé, selon moi, Domba. C'est que dans la construction de notre État, jamais à un moment donné, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on s'est réapproprié le Burkina Faso en y ajoutant le côté endogène de ce que nous avons hérité de nos ancêtres avec le côté moderne. Et aujourd'hui, la question de la nation, de l'État burkinabé se pose, et il faut mettre du contenu dedans. Oui. Et docteur, oui, on l'a vu, quitte aujourd'hui de l'anarchie, de la violence, de l'incivisme, vous êtes peut-être refusé à un inventaire assez exhaustif de ce qui ne va pas dans cette cohésion sociale, mais il y a bien une situation aujourd'hui qui montre que quelque part la paix sociale a du plomb dans le pays, et que en même temps on n'arrive pas à pouvoir expliquer ce qui nous arrive. Oui, parce que de toute façon, regardez, quand vous prenez la période de l'insurrection, où tout le monde est, enfin, je dis tout le monde, où certains Burkinabés ont repris confiance en eux en se disant, ce pays, nous nous sommes battus contre quelque chose, nous avons gagné quelque chose, nous avons pris de la confiance, et à un moment donné, ils commencent à se dire, est-ce que ça vaut la peine de continuer donc de se battre, ou bien on relâche. Voilà, quand vous prenez un peu cette période où les gens ont eu justement cette envie ou bien cette fierté d'être appelés Burkinabés à l'extérieur, quand vous prenez encore à partir d'un autre moment et où vous questionnez un peu donc la dynamique sociale de notre pays, vous vous rendez compte que non, il y a quelque chose au niveau des jeunes, au niveau donc des institutions et au niveau justement donc des corporations telles que les syndicats et bien d'autres institutions donc de notre pays, voilà, qui avaient un peu donc de la peine. Et tout cela arrosé avec justement donc les attaques terroristes, voilà, menace justement la question donc de la paix donc au Burkina. Mais quand vous analysez tout cela avec peut-être d'autres clés, vous allez vous rendre compte que non, il y a ceux qui sont préoccupés par justement cette question donc de paix, et ceux qui ne sont vraiment pas préoccupés, mais qui en parlent comme s'ils étaient justement préoccupés par cette question. Il y a ceux qui en font justement un objet politique. Aujourd'hui, la question du terrorisme est devenue un slogan politique. Il est tombé justement dans le débat politique comme justement un élément qui doit servir, par exemple, plus tard à la campagne politique. Alors que, par exemple, ce terrorisme menace notre paix. Alors, vous êtes en train donc de voir que, finalement, tous les politiciens vont justement construire peut-être leur argumentaire vis-à-vis justement des populations avec ce phénomène donc du terrorisme. L'autre élément, c'est ceux qui pensent que non, bon, cette situation, même si elle menace la paix, si on gagne quelque chose à l'intérieur, ben, pour dire tant mieux. Voilà, parce que Blaise a, pour ne pas le citer, il a modifié l'article, il a voulu modifier l'article 37, il est parti. Voilà, des gens en ont profité, on va dire. Si quelqu'un s'amuse avec un peu les faits sécuritaires actuellement et que ça peut l'emporter, eux aussi, bon, c'est tant pis ou tant mieux. Donc, vous voyez, les gens apprécient donc les faits qui nous arrivent actuellement comme, en fait, comme un calcul. Qu'est-ce que je vais gagner dans cette situation? Si la situation peut apporter X pour que je sois là,
tant mieux ou tant pis. Voilà. Et c'est cette considération qui fait froid au dos. À un moment donné, quand le Burkina a été attaqué, nous avons peut-être alerté en disant, écoutez, cette affaire peut jouer sur la paix sociale dans notre pays. Et si nous voulons justement lutter contre donc ce phénomène, si nous voulons à travers donc ce phénomène resserrer donc les coudes, c'est le moment donc de travailler ensemble, de se dire qu'il n'y a pas donc de coloration politique à donner à ce phénomène et qu'il faut aller ensemble justement pour lutter contre le terrorisme et les phénomènes d'extrémisme violent. Oui. Mais on n'a pas fait suffisamment d'efforts jusqu'à ce que chacun maintenant s'approprie peut-être ce phénomène. Donc, je parle de ça parce que tout simplement... Pour vous, il aurait fallu quoi? Remettre les compteurs à zéro? Non, pour moi... Après l'insurrection... Regardez, quand on parle de cohésion sociale, toutes les sociétés sont concernées, sont préoccupées par la cohésion sociale. Il n'y a pas une société organisée qui remet en cause donc la démarche vers une cohésion sociale. Mais quand il y a des temps forts ou des temps particuliers, la cohésion peut être renforcée. Donc quand vous traversez des moments difficiles, la mobilisation générale peut servir justement à la cohésion sociale. Par exemple, nous sommes attaqués aujourd'hui au Burkina et ça pouvait être un facteur, ça pouvait être un alibi, ça pouvait être l'occasion de pouvoir se mettre ensemble et de ressouder les liens. Nous avons eu d'autres phénomènes qui sont passés au Burkina et qui pouvaient justement construire cette cohésion. On prend des exemples concrets. Oui. L'autorité de l'État. Oui. Par exemple. Pour vous. Oui. Bon, pour moi, actuellement, l'autorité de l'État est remise en cause pour un certain nombre donc, de raisons. Vous avez vu même des enfants qui défient l'autorité de l'État, bon, des acteurs, les acteurs sociaux qui défient l'autorité de l'État. On ne vous donne pas, par exemple, l'autorisation de faire ceci, cela. Vous le faites, vous prenez, par exemple, des gaz lacrymogènes, etc. On a vu tout ça au Burkina Faso. Cette autorité de l'État étant remise en cause constamment, a fragilisé justement le pouvoir, n'a pas donné de sérénité au pouvoir, n'a pas contribué justement à donner plus de moyens au pouvoir pour peut-être mettre en place certaines politiques dont nous avions besoin pour la cohésion sociale. Quand vous prenez en dehors donc de l'autorité de l'État et vous interrogez le fonctionnement donc des institutions comme la justice, vous voyez encore aussi des faiblesses qui menacent justement la cohésion sociale. Si je parle de cette question de justice, vous avez vu Yirgou entre-temps où des gens ont été peut-être tués, où on demande par exemple justice. On demande qu'on mène une enquête pour aboutir à quelque chose, pour justement les raisons de la cohésion sociale. Mais ça traîne jusqu'à ce que peut-être des gens soient déboutés ou soient encore mal à l'aise par rapport donc à cette situation. Il y a tellement d'exemples sur les questions peut-être de justice, sur les questions économiques, les questions de corruption, et en ce moment, on ne construit pas la cohésion sociale avec ces formes d'injustice, avec ces formes donc de, je sais pas, ces formes peut-être de balbutiement. Donc moi, à mon affaire, quand j'analyse un peu la situation aujourd'hui, je pense que la cohésion sociale a pris un coup à partir justement du comportement peut-être de nos institutions et ceux qui les incarnent. Ceux qui incarnent, oui, Isaka Sourema. On aurait pu peut-être après l'insurrection remettre les compteurs à zéro, on a eu à un moment donné recours à des méthodes séditieuses, insurrectionnelles, pour renverser ce que certains appellent un pouvoir dictatorial, mais après se remettre au travail, se remettre en cause pour ne voir que l'intérêt national. Est-ce que c'est pas ce qui a manqué en réalité? Merci, mais avant juste de répondre à votre question, je voudrais simplement donner l'information selon laquelle du 24 au 26 septembre dernier, il y a eu un atelier national de définition de l'expression conceptuelle cohésion sociale qui s'est tenu donc à Ziguinchor. Ensuite, de là, on a dégagé également une vision et actuellement, il y a un processus de rédaction d'une stratégie nationale de la cohésion sociale. Alors, à Ziguinchor, c'est quelle définition qui a été adoptée de manière consensuelle par les participants à cet atelier? Succinctement, il y a que la cohésion sociale là-bas a été donc comprise comme étant le fait de vivre ensemble
dans un cadre harmonieux par une communauté, n'est-ce pas, à la communauté nationale, avec un accès équitable aux ressources et également avec la promotion des valeurs. Ça, c'est vraiment succinct comme définition. Quant à la vision, il faut dire qu'il y a que d'ici à 2025, au niveau du Burkina, on devrait avoir une société solidaire, prospère, où les fils et les filles, n'est-ce pas, travaillent à consolider la cohésion sociale et l'unité nationale pour un développement durable. Voilà, en fait, la vision et du moins la définition de la cohésion sociale et donc de la vision. Alors, pour ce qui concerne votre question, je pense qu'il faut revenir à notre rôle à nous, en tant qu'élite, ayant milité dans le mouvement étudiant, ayant milité dans les partis clandestins, ayant dirigé le pays voilà, de 87, de 83 jusqu'à maintenant en réalité. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui... Donc vous dites quoi? Vous êtes en train de nous faire savoir que le personnel politique qui est mea culpa. Oui, tout à fait. Du personnel Oui, et moi compris d'une manière ou d'une autre. Tout simplement parce que quand on a décidé de revenir en fait à la démocratie libérale en 80, je crois 90, 91, ce qui n'était pas en principe dans le programme, alors il est arrivé qu'on n'a pas fait un regard, on n'a pas porté un regard critique, rétrospectif, analysé ni du côté de ceux qui sont toujours clandestins, ni de ceux qui s'étaient en fait légalisés, je ne cite pas de nom, mais chacun se dit connaîtra. Alors, et donc du coup, aujourd'hui, même les communistes purs et durs, alors ils ont amorcé un virage sans clignoter, comme on le disait, et sans dire en quoi nous avions eu par exemple tort de militer dans les partis clandestins, en quoi il était pertinent pour nous de revenir en réalité à la démocratie libérale. Alors donc, quand vous allez comme ça veut dire que vous prenez des libertés avec votre propre honnêteté, avec les valeurs en vigueur au sein de la société. Résultat de course, la transmission des valeurs. La chaîne de transmission des valeurs a été pratiquement rompue, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Alors donc, et justement, le professeur parlait tantôt de nos familles, mais également nos différents groupes sociaux, on n'a pas fait ce travail. Même si on revient sous la Révolution, vous parliez tantôt de l'intégrité dont le président du Sénat a parlé, c'est vrai, mais le président du Sénat, il est venu, il a trouvé en réalité que le concept Burkina existe dans toutes nos langues. Donc, il en a fait la promotion, et c'est tout à son honneur. Donc, ça veut dire seulement qu'il y avait des fondamentaux, n'est-ce pas, au niveau de nos sociétés, alors, que l'on pouvait activer comme des manettes, de manière à ce que, et tout le monde s'y reconnaissait. Donc, quelque part, et il a eu un rôle effectivement prophétique, un rôle historique, pour en avoir fait la promotion, qui signifie, je ne vous apprends rien, faire connaître, faire accepter, faire adopter, faire partager. Alors donc, de ce point de vue-là, c'est tout à son honneur. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Nous avons géré et on n'a pas porté un regard sur ce que nous faisons. Et tout ce qu'on a vu, c'est la résultante, en fait, de tout ça. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, quand nous reprochons à la jeunesse son incivisme, son manque de citoyenneté, laquelle citoyenneté est tridimensionnelle. Vous avez le civisme, vous avez la civilité, vous avez la solidarité. Mais nous-mêmes, quand on se regarde dans la glace, en réalité, on va dire on n'a pas le temps pour s'occuper de nos enfants en famille, et c'est parce qu'on travaille qu'on peut avoir l'argent pour payer la scolarité et puis les mettre à l'école. Mais c'est des explications. Ça ne peut pas être des justifications. Mais justement, est-ce que l'insurrection ne devait pas être un point de départ pour remettre les compteurs à zéro, pour voir dans quelle mesure... Ça, c'est le principe. Voilà. Parce que quelque part, on a comme l'impression aujourd'hui qu'on achète la paix sociale avec le déni des droits, avec les injustices, avec tout ce que vous pouvez avoir comme anarchie et violence. Pourvu que le pays soit en paix, même si quelque part, à un moment donné de l'histoire du Burkina, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on en tire les conséquences. Est-ce qu'une société qui évacue le droit ne court pas à sa perte? Oui, mais... Pourquoi il y a eu l'insurrection? Des explications ont été données. Ça a été un long processus. Alors,
Et ce long processus-là, ce n'est pas quelque chose de factuel, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, qui peut effectivement, du jour au lendemain, transformer effectivement les choses, pratiquement du but en blanc. Et lui, il ne me contredira pas. Le processus de changement de mentalité, le processus de changement de comportement, c'est un long processus. On peut prendre un acte, on peut avoir un comportement, mais évidemment, pour que ça suive dans la durée, c'est un autre processus, une autre dynamique sociale qui va s'engager, étant entendu que le fait social étant total, il faut que les différents éléments de ce fait social-là puissent converger vers le même objectif. Donc aujourd'hui, je n'excuse pas, mais je dis que vu les problèmes qui se sont accumulés, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens peuvent effectivement changer, parce qu'on peut vouloir changer, mais je suis assez le naturel parfois. Il revient au galop. Il peut Mais on va y revenir revenir dans la troisième partie de ce débat. En attendant, Maître Guy Hervé, on l'a vu aujourd'hui par exemple, on a comme l'impression que chacun demande la fermeté, mais s'insurge quand par exemple ça s'approche de vous ou de votre entourage. Comment on peut expliquer cela? Je ne sais pas si c'est l'héritage colonial, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que tous les Français veulent le changement, mais personne ne veut changer, mais ça vaut pour le Burkina. Mais avant d'en venir, permettez-moi de dire quelque chose, parce que M. Bilgo, justement, parlant de cohésion, n'est-ce pas, à lâcher un peu le mot de la question de la nation autour de quoi on doit être unis. Moi, sincèrement, je pense que ça, aujourd'hui, c'est un leurre. C'est un leurre, parce que d'où nous venons fait que c'est très difficile, et d'ailleurs c'est très difficile de dire nous allons trouver quelque chose, de réaliser en fait la cohésion sociale autour d'une identité qui pour moi va être de toute façon introuvable. Ce que nous devons par contre réussir et chercher et tout faire pour avoir, c'est de faire en sorte que dans notre différence dans ce Burkina-là, que chacun trouve son intérêt dans ce pays, parce que justement, il arrive à assurer pour vous, pour chaque communauté, pour chaque personne, son bien-être. Pour moi, c'est ça le plus important et le défi qu'on peut réaliser. Donc, c'est quelque chose que je voulais faire, je le sens comme ça, et puis bon, voilà, je le dis. Mais lorsque vous dites, par exemple, pour en venir à votre question, on veut changer, moi j'ai dit, effectivement, l'insurrection, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Et c'était une opportunité pour remettre ou mettre le pays sur les rails. C'était en fait une opportunité. Je vous donne un exemple. En 2006, je me trouvais au Ghana pendant le cinquantenaire du Ghana. Et je voyais les jeunes Ghanéens, ils portaient des habits aux couleurs du Ghana pour aller en boîte. Et ça me touchait, parce qu'en ce moment, au Burkina, tu ne vois pas le drapeau du Burkina. Après l'insurrection, ben, tu vois le drapeau du Burkina. Ça veut dire que, en fait, le pays commence à représenter quelque chose. Donc, il faut profiter de ça pour régler des questions sociales et sociétales qui vont faire en sorte que nous, Burkinabés, chacun saura qu'il a intérêt à ce que le pays reste debout. Malheureusement, vous avez dit, on achète, je ne sais pas, la paix sociale, qui n'est pas la paix en réalité, parce que c'est comme si, bon, on bande une plaie puante. Bon, ça ne fera pas mal peut-être le jour où vous allez bander, mais après c'est grave. Avec l'impunité, peut-être, parce que personne ne peut comprendre pourquoi jusqu'à présent, à Yirgou, bon, c'est comme le statu quo. Mais on peut aller plus loin. Hein? Je vais peut-être me faire des ennemis avec les anciens amis de mon voisin. Mais le fond du problème, est-ce qu'on n'achète pas aussi la paix en donnant l'argent que nous n'avons pas? Parce que tous les jours, quand vous regardez notre pays, on dit que nous n'avons rien, mais bon, il y a toujours des revendications financières individuelles qui fait en sorte, et moi je le dis souvent aux gens, mais écoutez, vous êtes travailleurs, vous revendiquez de l'argent, on vous donne 50 000. D'accord, on vous ajoute 50 000. Mais on vous ajoute 50 000 alors que vous ne pouvez pas envoyer vos enfants dans des écoles, il faut payer cher. Vous ne pouvez pas envoyer vos enfants dans des hôpitaux. Est-ce que finalement, on n'a pas tous intérêt de faire en sorte que nos enfants puissent faire comme nous, c'est-à-dire aller à l'école publique, avoir les mêmes chances que tout le monde? Et justement, ce sont ces
choses-là qui mettent en mal, mais peut-être dans l'avenir, la question de la cohésion sociale. Parce que, moi je dis souvent, j'envoie mon enfant dans une école où ils sont 20 dans la classe. Mais mon voisin, il envoie son enfant dans une école où ils sont 200 dans la classe. Cette inégalité-là, mais ça pose des problèmes sur la cohésion sociale. Comment cette personne peut sentir que lui et moi, on est pareil? Ce n'est pas possible. Donc, si on veut régler, aujourd'hui, ce que nous payons, c'est ce que nous n'avons pas fait depuis des années et que nous avons manqué l'occasion de l'insurrection de faire. Mais pour moi, il n'est jamais trop tard. On ne peut pas régler ces questions-là en un jour parce que les causes sont profondes. Il faut justement qu'on se dise ça va faire mal, peut-être même très mal, mais il faut se donner les moyens de résoudre cette situation, peut-être dans 10-15 ans. Mais aujourd'hui, le mal est là, on va pas régler ça par la magie tant qu'on ne va pas toucher les vraies causes du problème. Ok. Toucher les vraies causes du problème pour vous, Lionel Bilgo, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui divise même les Burkinabés? Moi, je reste convaincu par ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une définition à faire sur ce qui fait de nous des Burkinabés et ce qui fait qu'on est tous unis. Maître Kam peut l'appeler le lien qui fait que chaque Burkinabé se sente heureux dans le pot commun. Mais moi, ça fait partie de cette définition. Il faut inventer ou créer ce lien-là. Et la capacité de le faire n'est pas nouvelle parce qu'on l'a déjà fait sous Sankara. L'idée du Burkina Faso, de changer le nom et de trouver justement ce levier dont parlait justement le doyen tout à l'heure pour activer cette fierté d'appartenir au Burkina Faso. Donc on peut le refaire, on peut le recommencer. Et donc je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener pour aller jusqu'à son paroxysme et définir une société dans laquelle tous les Burkinabés se sentent concernés et fiers. Aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui ne se sentent même plus Burkinabés. La question de l'insécurité, c'est une conséquence du problème de cohésion sociale. Parce que si un Burkinabé en vient à prendre une Kalachnikov contre d'autres Burkinabés, ça veut dire tout simplement qu'il ne se sent pas appartenir à cette communauté que nous formons en tant que Burkinabés. D'où la question de se dire, qu'est-ce qui fait que le Burkinabé, de l'est à l'ouest, du nord au sud, peut se sentir Burkinabé? À quel moment avons-nous raté le virage pour créer une espèce d'écosystème qui permette à chaque Burkinabé de se sentir fier? Et je pense que les inégalités, l'injustice et l'inexemplarité de nos gouvernants est la cause principale de ce qui nous arrive. Vous parlez tout à l'heure de l'incivisme, de l'autorité, de la mise à mal de l'autorité de l'État. Mais attendez, la question de l'autorité de l'État dépend de l'exemplarité de ceux qui gouvernent et qui dirigent. Le poisson pourri par la tête. À un moment donné, l'enfant ou le jeune qui est là, tant qu'il sait que celui qui est en train de lui donner les ordres est un voleur, c'est un délinquant, c'est un bandit, et bien celui-là, il va se révéler. Ceux qui décident parfois pour nous aujourd'hui ne sont pas exemplaires, ils n'ont aucune probité. Au nom de quoi voulez-vous que l'ensemble de la population les regarde et accepte et obéit? Je pense que la société est faite de règles. C'est fait de règles, mais aujourd'hui dans le monde entier, partout dans le monde, c'est même pas qu'au Burkina. La question de la cohésion sociale, c'est pas qu'au Burkina. Vous voyez en France, partout en Europe, en Italie, allez partout, vous allez voir qu'il y a un problème où les masses revendiquent à être entendues, à être prises en compte dans la décision. Parce que les gouvernants se sont concentrés et se sont assis sur le fait que le pouvoir, c'est cette espèce de droit d'autosuffisance, de plénitude et de dédain pour le reste de la masse. Et à partir de maintenant, les masses se disent non, on ne va plus se laisser les faire. Joseph Kizerbo, d'un regard sur nos sociétés africaines, a écrit en disant qu'ils avaient fait une étude dans le milieu scolaire. Quand ils posaient la question aux élèves, qui êtes-vous? Les élèves donnaient tout de suite leur origine ethnique. Donc ils se sentent d'abord... D'abord, Gourmanché, voilà. Peul, etc. Et il expliquait en disant, à un moment donné, il aurait fallu créer une définition transversale qui permette à chacun, non pas de se déshabiller du fait qu'il soit Peul, Mossi ou Gourmanché, mais de garder celui-là, tout en ayant aussi cette fierté d'appartenir à quelque chose qui fait le socle commun, Maître Kam l'a appelé le lien, etc. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est ça qui transcende en fait nos différences mineures. Parce que le plus important, c'est notre nationalité burkinabé et cette terre-là. Quand l'Est est touché, nous ici, au centre, on ne doit pas être fiers. On doit se poser des questions. Et pour aller plus loin, dans cette espèce de définition de l'autorité de l'État, mais les gilets jaunes en France, c'est parce qu'ils ne se sentent plus pris en compte. C'est pour ça que tout le monde revendique. Et ici au Burkina, tant que celui qui nous gouverne
va dire à ceux d'en bas de serrer la ceinture, pendant qu'à ce moment-là, eux-mêmes ne doivent pas... L'embonpoint est en train de sortir. Oui, mais à un moment donné, quand vous dites que les caisses sont vides, comportez-vous comme des caisses, comme si on avait vraiment des caisses vides. Vous ne pouvez pas dire au reste de la masse, les caisses sont vides. Et par ailleurs, dans votre comportement et dans votre esprit, dans votre fonctionnement, rien n'a changé. Les voyages, les frais de mission, etc. C'est nécessaire, ok, d'accord. Mais quand les caisses sont vides, on revoit et on fait ce qu'on appelle une restructuration. Même en gestion d'entreprise, on sait ce que c'est. Oui, Jacob, oui, en attendant que Issa Kassourema réagisse. Je voulais faire un point sur les deux parties, enfin, deux éléments. On se rend compte qu'à cette étape de notre discussion, on est tous d'accord que la cohésion sociale ne se décrète pas. Oui. La cohésion sociale se construit avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup donc, de méthodes. C'est ce que peut-être on n'a pas eu. Et quand vous évoquez, entre-temps, la question de l'insurrection, deux choses. La première, c'est que l'insurrection a fait comment on peut les appeler, des malheureux ou bien des personnes qui ne sont pas peut-être en phase avec peut-être les autres. Mais la majeure partie des Burkinabés pensent que l'insurrection a apporté quelque chose. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous voulez la cohésion sociale, c'est pour l'ensemble des Burkinabés. Donc, il y a certains qui sont mécontents parce qu'il y a eu l'insurrection, et il y a ceux qui sont contents parce qu'il y a eu l'insurrection. Comment, à partir de ce moment, prenant conscience donc de ces deux positions ou de cette polarité, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que maintenant peut-être gestionnaire de ce pays pour rassembler donc toutes ces divergences et en faire maintenant une énergie qui va faire avancer le pays. C'est peut-être en ce moment qu'on n'a pas pu articuler les bienfaits peut-être de l'insurrection avec donc notre vision commune. Quand vous prenez le soleil, il donne de la chaleur, mais pour avoir l'électricité avec ce soleil, il faut un transformateur. Donc on a eu quelque chose de fort, mais on n'a pas su donner, transformer cette chose en peut-être en bien pour la cohésion sociale. Je pense qu'actuellement, les politiciens savent toute l'importance des réseaux sociaux, mais je me pose des questions s'ils savent toute la portée de la connaissance, toute la portée de la richesse. Si, par exemple, le président Roch disait, écoutez, nous venons de sortir de l'insurrection, voici la situation. Il appelle des universitaires, de la trempe de Mamadi Samadgo, de Albert Ouedraogo, de Théophile Baliba et autres. Il leur dit, voici, nous avons quelque chose qui bouillonne, qui peut être bien pour la suite de notre pays. Ils vont adosser peut-être la réflexion à un labo et qui va sortir donc des choses pour la durée. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la question de la cohésion sociale s'inscrit effectivement dans la durée. Les changements sont lents et les changements doivent être ordonnés, doivent être imaginés, doivent être questionnés avec donc tous les outils à notre disposition. Donc, si je fais ce point, c'est pourquoi on s'assure que même si l'insurrection a commencé à désenchanter les gens, on ne sait pas tout ce que ce phénomène réserve à notre pays. On n'a pas su capter ce que l'insurrection nous offrait comme possibilité. Peut-être que c'est pas tard, peut-être que c'est déjà trop tard, parce que on a des preuves qui montrent quand même que les gens commencent à dire la corruption est revenue de plus belle. Et cela montre que, en fait, vous touchez à des effets d'un phénomène, mais vous ne touchez pas aux aspects structurels donc, du phénomène. Par exemple, si aujourd'hui les enfants sont mal éduqués ou encore les enfants ont toujours des valeurs qui laissent à désirer, c'est-à-dire une grosse propension à dépenser de l'argent comme des enfants à papa et rien n'a changé, la corruption va encore aller galopante. Donc, moi je pense que si on veut des changements à travers des phénomènes forts, que ce soit des phénomènes comme l'insurrection, que ce soit même des phénomènes, regardez hier, beaucoup sont restés devant leur poste téléviseur parce que les étalons jouaient. Donc, c'est comme si, tant le phénomène peut être complexe, difficile, il peut être un moment douloureux qui rassemble les gens. Il peut être aussi un moment très heureux qui rassemble les gens et qui montre qu'au Burkina, nous partageons quelque chose en commun. Que nous soyons d'un bord politique divergent, que nous discutions des questions sur lesquelles nous ne nous entendons pas, on peut cependant s'asseoir sur une même table et discuter de ce qui peut faire le bonheur des Burkinabés. C'est pourquoi, à un moment donné, moi je pense que tous les partis politiques pouvaient s'entendre au moins sur les questions de l'intégrité donc du territoire burkinabé, sur les questions de sécurité, sur les questions de justice, etc.
Maître Kamsouri. Permettez-moi de réagir, je ne crois pas à ça, monsieur Yara Yara Batioula. Batioula. Pour la simple et bonne raison que, franchement, la nature humaine d'hommes, de femmes, qui vont s'asseoir pour dire c'est ça le bien, il faut qu'on... C'est franchement, même dans les lieux de culte, on ne les trouve plus. Il faut être objectif. Le pays doit se construire sur des règles. Le pays doit se construire sur des règles qui sont des règles contraignantes. Parce que notre liberté en tant qu'humain, est une liberté qui forcément toujours est mal utilisée, chaque humain voulant tout pour lui-même. Tant que notre pays ne va pas avoir des règles qui vont contraindre celui qui veut abuser de sa liberté, qui vont contraindre celui qui va sortir des règles. Il a parlé tantôt des dirigeants qui ne sont pas l'exemple, qui font en sorte que les peuples aussi revendiquent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas parce que mon dirigeant est voleur que moi je dois dire, puisqu'il a volé, il n'a qu'à me donner ma part. Non. Le dirigeant voleur, on doit le chasser. Je pense qu'en réalité, la seule chose qui peut faire en sorte que dans quelques temps, nous allons être fiers d'appartenir à un pays, de défendre ce pays et toujours, c'est comment le pays nous traite. Et à partir de ce moment, ça, ce sont les règles, ce sont les lois qui doivent exister, qui doivent être respectées, qui doivent être égales pour tout le monde. En dehors de ça, pensez qu'un jour, on aura des politiciens sages qui vont faire, ils ne le feront pas. Ailleurs, ils le font. On permet à Maître Kam de... Oui, Il faut qu'on claque. oui, Lionel Bilgo réagit. Sur la partie de l'exemplarité, je pense que Maître Kam a extrapolé sur mes propos et il en a fait ce qu'il veut. Moi, je ne dis pas que parce que le dirigeant est un voleur, donc il doit me donner ma part. Je n'ai jamais dit ça. Ça même, c'est condamnable. Mais on a vu qu'au temps de Blaise Compaoré, les populations ont fait ce qu'on appelle la désobéissance civile. Parce qu'ils ne le trouvaient plus exemplaire. Et parce que c'est de ça que je parle. Deuxièmement, puisque je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous suivent, moi je voudrais dire qu'un pays, si vous voulez un avenir pour un pays, en plus des règles, si vous n'avez pas une batterie de valeurs que vous allez travailler à faire partager, les règles ne vont jamais suffire. Les règles, une chose, les valeurs, une chose, les normes, une autre chose. Ces trois éléments vont ensemble dans la construction sociale d'un pays. Règles, normes, valeurs. Et quand j'ai titillé quand j'ai titillé les institutions classiques, traditionnelles, telles que la famille, telles que le cadre scolaire, c'est pour dire que c'est à l'intérieur donc de ces institutions que doivent se traduire le changement que nous voulons. Là, c'est ce que je veux dire. Si vous ne le faites pas pour ce pays, dans 100 ans, on ne saura pas quel type de Burkinabé nous aurons. Parce que le Burkina n'étant pas... Si le Burkina existe toujours dans Si le Burkina, puisque le Burkina n'est pas seul sur la terre, il y a des influences. Pourquoi la Chine et le Japon, des pays comme ça, résistent à la pression occidentale? Parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a des... Ils croient en quelque chose. Et pour cela, moi, je voudrais qu'on croie que l'institution scolaire, si on veut vraiment sauver ce pays, qu'on fasse quelque chose pour l'éducation, qu'on fasse quelque chose pour les familles, qu'on ait donc une vision pour ces familles. Si les gens courent tous les jours pour avoir de l'argent, la pitance journalière pour la famille, est-ce que c'est de leur faute? Mais si on arrive à avoir des politiques publiques qui donnent justement aux ménages un peu de dignité, alors on peut avoir donc des familles qui s'occupent aussi de leurs enfants, et des familles aussi qui donnent de l'éducation à leurs enfants. Et moi je crois en cela. Si le ministère de la Culture a commandité une étude, ils ont arrêté un ensemble donc de valeurs que les Burkinabés partagent. Maintenant, quel est le système qui permet donc de mettre donc ces valeurs dans le système éducatif depuis le primaire jusqu'à l'université pour qu'on s'approprie? Et tous les changements qu'on veut pour notre société, si vous regardez nos manuels, si vous regardez la formation de nos enseignants, vous pouvez savoir si dans 100 ans ou dans 50 ans, il y aura changement. Un type de Burkinabé qui va sortir. Oui, Issa Kasourouema. Une minute pour dire que là, je suis totalement d'accord. Mais ce qu'il faut qu'on sache, c'est que ces valeurs-là, quand on dit des règles, ça prend en compte aussi les valeurs et les lois. Mais tout ça,
ça doit être codifié. Je suis désolé, parce que si on ne fait pas ça, les gens ne vont pas rentrer librement, forcément dedans. On a le système éducatif, on a tout, mais ce que j'ai dit aujourd'hui, notre pays doit avoir des référentiels où celui qui veut être burkinabé, il rentre dedans. Et c'est comme ça qu'on va construire ça. C'est ce que je voulais dire, et sur ça, on est d'accord. Issa Kassourema. Moi, je vais le titiller un peu dans votre sens, parce qu'en réalité, les règles, là, il le sait nettement mieux que nous autres. C'est le reflet d'un rapport de force à un moment donné de l'histoire d'une communauté. Or, les valeurs, même si elles ne sont pas intemporelles, en réalité, elles sont beaucoup plus solides. Elles durent plus longtemps. Bon, que si on prend l'intégrité, bon, ça, c'est une valeur, on est d'accord, et c'est une valeur morale, ça fait partie du système de valeurs en vigueur au sein de la société. Alors, mais une règle de droit, en réalité, c'est simplement le reflet du rapport de force. Et l'acceptation d'une décision de justice, c'est l'adhésion, c'est l'acceptation du rapport de force en vigueur. Alors donc, en même temps qu'il faut des règles, en même temps il faut des valeurs. Et ce que justement le docteur Yara disait, à mon sens, moi je pourrais appeler ça comme une espèce de think tank, quelque chose comme ça. Alors, pas beaucoup de bruit, mais des gens qui puissent effectivement réfléchir. Et c'est ça. Au niveau du gouvernement, vous pensez un peu à ce que vous dites, Issa Kassourema? Non, moi je suis venu au débat, mais si le problème m'était posé, c'est ce que je poserais, c'est ce que je proposerais. Puisque de toute façon, il y a ceux qui sont au pouvoir, ils ont la légitimité, ils ont été élus par le peuple, ça c'est normal. Alors, mais il y a une vision politique, mais cette vision politique doit être éclairée par justement des réflexions de personnes qui peut-être n'ont pas la légitimité du point de vue électoral, mais ont une légitimité du point de vue intellectuel, du point de vue académique et du point de vue moral. Et c'est ça qui peut alimenter, qui peut venir comme une aide en fait à la décision. Maintenant, je ne sais pas si ça existe. Si ça existe, je ne suis pas au courant. Donc, je crois la précision valait son pesant d'or. Oui, tu avais fait allusion justement au Burkinabé, par exemple, qui s'engage et qui se retourne contre peut-être les fils et les filles donc, de notre pays. Pour illustrer un peu les questions donc, de valeurs, si on a traduit clairement ces valeurs, par exemple, la vie est sacrée. Si on dit, on enseigne et on éduque, on dit que la vie est sacrée, même dans son rêve, il ne peut pas justement imaginer prendre donc une Kalachnikov, comme vous le dites, et donc de tuer quelqu'un. Donc, quand on met tout cela dans la vie d'un individu, il intériorise donc ses valeurs et il marche comme si c'était naturel. Jusqu'au jour où il va enfreindre justement à ce principe et la règle maintenant s'érige contre donc lui et le juge et le condamne ou le félicite. Donc moi je suis, quand on puisse dire au Burkinabé, qu'on puisse faire l'analyse pour dire mais jusqu'où on a perdu des choses fondamentales pour justement se lever contre peut-être l'autorité de l'État, contre donc l'intégrité donc de notre territoire, ou bien aller vers la corruption, ou bien ne même pas être sensible aux questions donc d'injustice, aux questions donc d'impunité, et même remettre ces derniers jours en cause peut-être les libertés d'expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie commune, pour que justement on perde un certain nombre de référents pour maintenant s'adonner à ces types de pratiques? Et quand on analyse, on peut se rendre compte que non, il y a une explication à cela. Et c'est ça, sur ça qu'il faut se baser justement pour apporter les solutions. Oui, juste une question à Maître Cam avant de passer à la troisième partie de cette émission. Les règles dont vous faites cas, est-ce que ces règles-là n'existaient pas depuis les indépendances à aujourd'hui, ou peut-être avec le fait que le Burkina a renoué avec la démocratie? Est-ce que ces règles-là n'existaient pas? Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tant plus que les gens s'arrangent pour respecter les règles quand ça les arrange, plutôt que, voilà, qui nous a amené à l'insurrection et aujourd'hui à cette situation de cohésion sociale à mal? D'abord, moi, je suis juriste. Et en tant que juriste, moi, je considère qu'une règle de droit qui n'est pas appliquée n'est pas une règle. Elle ne vaut rien. La règle ne vaut que si elle est appliquée, déjà. Deuxième élément, dans certains cas, ça n'existait pas. Quand on parle de corruption,
au Burkina. Il a fallu la transition pour avoir un dispositif de lutte anti-corruption fonctionnel. Maintenant, il y a des difficultés par rapport à son application. Justement, quand on parle de valeur, l'intégrité, c'est une valeur. Il faut l'enseigner. Mais en même temps, il faut des garde-fous pour ceux qui vont s'en éloigner. C'est exactement la même chose pour toutes ces valeurs. Et ce qui est aussi important que ces valeurs-là, ce sont ces garde-fous-là. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que, et on peut considérer que notre pays s'est trompé de chemin peut-être. Et moi, je préfère dire même s'est trompé de chemin. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, on n'a pas bougé. Je dis, si on n'a même pas bougé, même c'était plus facile. Le malheur, c'est qu'on a bougé quand on s'est trompé de chemin. Donc maintenant, il faut déjà rebourser chemin. Et sur ça, c'est le retour aux valeurs. Et après, il faut avoir donc cette dimension-là qui fait en sorte que quand on est au Burkina, on sait comment ça marche. Mais la réalité, quand on est au Burkina aujourd'hui, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. Ça dépend peut-être à la tête du client. Et c'est ça qu'il faut que ça change. Et c'est valable pour tout le monde. Parce que cette question, on a beaucoup parlé des gouvernants. On a beaucoup parlé des gouvernants. Et moi, j'ai dit, aujourd'hui, dans ce pays-là, c'est qu'il faut même changer là. Peut-être c'est le peuple lui-même. Parce que certains disent, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Bon, à partir de ce moment, on ne peut pas accuser les gouvernants. On les accuse. Mais il faut que nous-mêmes, on puisse changer et qu'on puisse chacun à son niveau imposer ce changement. De toute façon, on est tous dedans. Quelqu'un l'a dit, on ne va pas être fier s'il y a des attaques au nord. Ça va au-delà même d'être fier ou ne pas être fier. Qui d'entre nous, aujourd'hui, dans ce Burkina-là, peut dire qu'il n'y a pas de moments de crainte? Non, tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui nous concerne tous et que nous devons courageusement affronter, accepter chacun ce changement-là. Oui, pour ce changement, Issa Souleymane, comment on fait? Comment on arrive à pouvoir réconcilier les Burkinabés entre eux et avec les institutions, avec... Bon, il l'a dit lui-même, donc je vais apporter davantage de l'eau à son moulin, parce que comme disent les psychologues, le moi de l'enfant est un cadeau des autres. De même, l'enfant apprend par imitation. Si je rapporte ça en fait à la situation actuelle, il faut en effet dire que si on est apte à condamner les gouvernants, à jeter l'anathème sur les gouvernants, et nous-mêmes nous ne cherchons pas à changer sur un plan individuel, si demain nous sommes les gouvernants, on fait comment? On ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça, ce n'est pas possible. Donc, de ce point de vue, le changement, il est impératif à un niveau individuel. Ensuite, on ne le fait pas pour les gouvernants. On le fait par rapport à ses propres principes. On le fait par rapport aux principes en vigueur au sein de la société. Et cela même peut entraîner effectivement auprès des gouvernants un autre comportement. Ça peut engendrer un autre comportement. Alors, comment le faire? Donc, à un niveau individuel, au niveau de l'unité domestique qu'est la famille, au niveau, j'allais dire aujourd'hui, l'école, il le disait tantôt, c'est un mode de reproduction de la classe dirigeante. C'est un outil de reproduction de la classe dirigeante. Point barre. Maintenant, ici, on va au niveau de l'école, on s'apercevra qu'il y a école dans école. Lui, il le disait tantôt. Alors, donc du coup, même au niveau donc, de l'école, il est inimaginable aujourd'hui, enfin, d'où moi je viens, en tout cas, si c'était aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le parcours académique que j'ai eu, au regard de ce que je sais. Donc ça également, il faut faire cela. Ensuite, si vous prenez, on a créé un ministère en charge de la promotion des langues nationales. Alors, honnêtement, c'est bien. Mais qu'est-ce que l'on fait, par exemple, pour des Burkinabés qui parlent 1, 2, 3 langues nationales? Parce que ça, c'est une valeur. Et le Burkinabé de demain, si c'est le Moré qui parle comme moi, uniquement le Moré, et puis le français, et puis l'espagnol, et un peu d'allemand, et l'anglais, je ne sais pas quelle contribution il peut effectivement apporter. Alors, et quand on n'en fait pas, la promotion, ça pose problème. Et sur certains documents, quand on vous demande les langues que vous parlez, pour les langues nationales, on dit autres.
Alors, donc, ça veut dire également ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, il faut que, par rapport à ce que, par rapport aux actes qui sont posés, qu'on dit le faire et qu'on fasse le dire. En réalité, c'est ça qui peut changer. Et maintenant, mais chacun à son niveau, et puis ça va être dupliqué, et c'est clair. Et on ne peut pas accuser les problèmes économiques, parce qu'en réalité, dans nos villages, et vous voyez que mais le vieux de 80 ans, il n'a rien, mais si vous y allez, il va vous donner le coq qu'il a élevé pendant 3 ans, en une seule journée. Si vous devez payer quelqu'un qui élève un coq pendant 1 an, même si vous lui donnez 10 000 à ce vieux, en réalité, ça ne vaut pas le coût du coq, puisque de toute façon, alors il l'a protégé des intempéries, des éperviers, il lui a donné à manger, etc., etc. Donc, mais malgré tout, il est content de vous l'avoir offert. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est pauvre, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous manque, mais en réalité, le problème n'est pas vraiment à ce niveau. Oui, c'est vrai, Lionel Bilgo. Pendant que nous ouvrons l'antenne, nous rappelons que les téléspectateurs peuvent nous appeler au 25 40 79 03 pour participer directement à cette émission ou par les réseaux sociaux, notamment Facebook, facebook.com/RTB. Et Lionel Bilgo, donc, si on accepte de se regarder dans la glace et qu'on se rend compte qu'on a raté le coche au niveau de la cohésion sociale, pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense comme presque tout le monde sur ce plateau, hein, la promotion des valeurs, c'est très important. Maître Kam disait tout à l'heure que pendant la transition, ça a été un moment où on a pris quand même des décisions pour donner un contenu à la lutte contre la corruption. Mais paradoxalement, après la transition, le Red Lac, son premier rapport, dit que la corruption a flambé par rapport à avant la transition. Donc vous voyez, les règles seules ne suffisent pas. Il faut une certaine probité, une certaine moralité et un certain respect du bien commun. C'est seulement comme ça qu'on va arriver à transformer notre société et à faire qu'il y ait plus de justice et plus d'équité. Et le moyen le plus formidable, parce que nous, notre génération, je pense qu'on est presque totalement pourris, c'est de rattraper ceux qui sont en bas et ceux qui arrivent. Et non, pour vous, je pense que vous avez raté quelque chose, et vous-même vous l'avez dit, c'est la transmission. La transmission n'a pas été bien faite pour leur génération à nous. Maintenant, nous, on a suivi le faux pas qu'eux ont commis, certains d'entre eux en tout cas. Si bien qu'aujourd'hui, on a un peu piqué par ce virus-là. Maintenant, pour les générations à venir... Yarabatula disait qu'on peut toujours rattraper le coche. Oui, mais c'est un travail de longue haleine, il l'a aussi dit. Donc, du coup, le problème, c'est pas aujourd'hui pour demain, mais c'est à partir de maintenant, pour des années et des années. Et la question de l'éducation est fondamentale. Moi, je suis content d'entendre la question des langues nationales, même au-delà des langues nationales, de nos us et coutumes, intégrées dans le système éducatif burkinabé. Il en manque. Notre système éducatif, je le dis, c'est une espèce de chaîne mentale qui va nous aliéner à d'autres comportements qui ne nous correspondent pas. Il faut refonder le système éducatif. Parce qu'au Burkina, on est tout le temps là à se poser la question de combien % on a fait au bac, combien % on a fait au BPC. Moi, j'aimerais savoir quel type de Burkinabé on fabrique au sortir du baccalauréat. C'est le profil type de ce Burkinabé-là. Qu'est-ce qu'il a comme contenu moral, comme contenu intellectuel, comme contenu probité, comme contenu identitaire au sortir de son bac. Et ça appelle une certaine écriture. Et j'ai entendu aussi... on va vous laisser continuer, oui. Et après avoir pris M. Théodore Consega qui nous appelle de Ouaga. Monsieur Consega, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes à Controverse, l'émission de débat contradictoire sur la RTB. Vous avez des préoccupations. Oui, merci bien et félicitations à tous les intervenants. Je constate que là, avec monsieur le docteur Jacob, vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous entend. Ok, avec le docteur Jacob, j'ai beaucoup de points de convergence et par rapport à tous ceux qui sont intervenus également. Je partage ces points de vue-là. Et je pense que si je pars sur le délitement de la cohésion sociale sur la partie institution familiale, effectivement, aujourd'hui, il se trouve absence d'éducation sociétale ou socialisante de nos enfants. Et tout ça, ça rejoint également les institutions scolaires. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'école? Depuis qu'on a supprimé la punition corporelle, regardez ce que les enfants sont devenus en classe. Hein?
Et on se permet aujourd'hui qu'un élève puisse aller porter la main sur son maître. Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant-là dans la rue puisse accepter ce qu'un policier, un gendarme ou un militaire lui donne comme instruction? Ou ce qu'un autre parent peut lui dire, attention, ce que tu fais n'est pas bien. Déjà à la maison, il n'a pas ça. À l'école, il n'a pas ça. Dans la rue, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est devenu un monsieur en déperdition. Et je suis d'accord avec Maître Kam, qui dit qu'il faut simplement constater qu'on s'est trompé de chemin. On s'est trompé de chemin et il faut qu'on soit d'accord de pouvoir revenir quelque part pour repartir. Il faut qu'on s'arrête. Sinon, à continuer comme ça, à mon avis, je ne vois pas le bout du tunnel. La justice et autres institutions. Je me rends compte que le citoyen lambda n'a pas la même lecture de justice qu'on rend au palais de justice. Parce que simplement, nous avons culturellement copié-collé ce qui vient de l'Occident. Et on n'a pas expliqué, on n'a pas éduqué et tout le peuple, toute la population à ces valeurs qui viennent d'ailleurs et qui ne correspondent pas à nos valeurs culturelles. C'est un écart important. Et l'après-insurrection, je crois que le slogan que plus rien ne sera comme avant a été très mal lu, a été lu à l'envers de biais. Et chacun croit que ça veut dire que maintenant qu'on a chassé un régime qui ne me plaît pas, je peux tout faire. Je peux me permettre tout. Et c'est là aussi, je suis d'accord avec Maître Kam, il nous faut trouver des règles contraignantes. Quand la loi, elle est difficile, c'est la loi. En attendant, on respecte ça. D'accord. Vraiment, mes encouragements, félicitations à tous ceux qui sont sur le plateau et que nous acceptons de nous remettre au travail et que nous acceptons de nous remettre dans le droit chemin pour éduquer une génération, une autre génération. Nous sommes une génération en dérive aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Théodore Consega, qui nous appelait de Ouagadougou pour cette contribution. On permet à Lionel Bilgo de pouvoir terminer sur son intervention. Le docteur disait tout à l'heure qu'il donnait l'idée d'un laboratoire de réflexion. Parce que j'ai l'impression que nous, on a la tête dans le guidon, si bien qu'on ne prend même pas le temps de lever la tête pour voir que nous allons droit vers un mur. Pour résoudre cette question de cohésion sociale et ramener les valeurs à leur niveau, il faut travailler efficacement et il faut être honnête et sincère. Il y a des gens pour qui cette situation actuelle les arrange. C'est comme si on a des gens, des acteurs qui ne veulent même pas que la réflexion dont on parle se mette en œuvre ou se mette en branle. Donc je pense qu'il faut que nous tous, on se met ensemble pour réfléchir à trouver des solutions, parce que il y a Burkina quand il y a sécurité, il y a Burkina quand il y a paix. Sinon, n'importe quel opposant qui aspire à s'asseoir à Kosiam n'aura pas de Burkina si nous ne sommes pas en sécurité. Ce n'est même pas une question d'individu ou quoi, c'est une question collective, de sursaut national. Ça n'a rien à voir avec une couleur politique ou une couleur identitaire, etc. C'est qu'on parle d'un pays. Et il y a ce pays-là que si il y a la paix, la sécurité et la cohésion. Tant qu'on n'a pas ces trois-là, on ne peut même pas parler de pays. Oui, si vous permettez, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il ne faudrait pas aussi qu'on soit dans une situation telle que celle que Norbert Zongo décrivait en disant ils sont capables de brûler le pays pour chauffer leur café. Parce que aussi, si on est dans une situation où par le jeu politique, les gens se disent si ce n'est pas moi que ça brûle, là aussi on ne va pas s'en sortir. Et ça, ce que nous faisons là, oui, c'est le refus de cette situation-là. Exactement. Et les masses populaires à l'extérieur aussi font le même travail d'une manière ou d'une autre. Absolument. Ok. Absolument. Docteur Jacob. Oui, moi je pense qu'il faut traiter les éléments de crise de la cohésion sociale. Et je pense qu'il faut lier cohésion sociale ou recherche de cette cohésion sociale et confiance des acteurs. Ça, c'est le premier élément. Quand vous prenez au niveau politique, les gens ne se font pas confiance. Ils ne se font plus confiance. La confiance est partie, ils sont maintenant dans une démarche de défiance. Donc il faut traiter la cohésion sociale avec donc cet élément donc de rétablissement donc de la confiance. Deuxième élément que je vois, c'est qu'il faut travailler la cohésion sociale en lien avec la justice. Parce que quand vous ne vous sentez pas en sécurité, ou bien on pense que vous n'êtes pas un Burkinabé tout à fait, ça blesse. Tous les Burkinabés sont égaux, il me semble.
Alors, ça doit être une réalité tangible. On doit prouver que tous les Burkinabés comptent et que la vie d'un Burkinabé compte. Il n'y a pas de super Burkinabé. Et ça, c'est ce que j'appelle la dignité humaine. C'est-à-dire tous ceux qui gèrent ce pays doivent travailler sur cette question de justice et de dignité humaine pour que tout le monde soit égaux devant les faits juridiques. Docteur, avant de vous permettre d'avancer, on va prendre Tietega Pegwende qui nous appelle de Banfoura. Monsieur Tietega, bonsoir. Bonsoir. Vous souhaitez participer à l'émission Controverse? Allez-y, vous êtes en direct. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Et voilà, ma question est simple et claire. Je voudrais vous demander au gouvernement quelles sont les mesures qu'ils sont en train de prendre sur la cohésion sociale. Et je vois qu'ils sont en train de nous faire la publicité avec les verbiages comme la cohésion sociale, alors que les actes réels ne montrent même pas que le gouvernement en place et les partis politiques s'appellent même pour parler de la cohésion sociale. Ils sont en train de nous chauffer les oreilles que la cohésion sociale, alors qu'au sommet de l'État, même en termes d'opposition et de la majorité même, il n'y a même pas de cohésion sociale. Et vous voulez que nous, la population lambda, nous ayons la cohésion sociale. Donc moi, je voudrais que chaque contrat que le gouvernement a pris pour vraiment résoudre le cas de la question de la cohésion sociale, sachant que l'autorité de l'État est prévue partout. Et lorsque le gouvernement dit de ne pas faire ça, c'est le contraire que le gouvernement. Même les 30 personnes, les chefs et des syndicats qui arrivent à défier l'autorité de l'État et vous dire chaque fois que c'est la cohésion sociale, Nous, les petits enfants, qu'est-ce que nous apprenons depuis actuellement quand vous êtes assis en train de parler de la cohésion sociale, alors que les actes ne montrent pas que vous êtes en train de cultiver la cohésion sociale. Merci à vous, Madame Tietega, c'est bien ça. Merci pour votre participation. On va permettre à Maître Kam de répondre, mais juste terminer votre réponse, Docteur Yara, oui, avant. Non, pour rebondir tout de suite à ce que Père Noëndé dit de Banfora, c'est que si vous demandez à l'État burkinabé qu'est-ce qu'il fait, bon, ça serait une liste d'actions. Maintenant, dans notre pays, c'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire, c'est la... On dit qu'il ne faut surtout pas faire du verbiage. Oui, c'est la liste de ce qu'on fait, mais on ne s'intéresse pas à l'effet. Quelle est l'efficacité de ce que nous faisons? Ça, c'est carrément un problème dans notre pays. On n'évalue pas toute l'efficacité. Mais c'est déjà pas mal qu'à la télé, on ait donc des messages dominants, des messages de paix, des messages d'appel à la cohésion. Bon, il y a tout un ministère ou bien un sous-ministère qui existe. Il y a des institutions qui sont pour la cohésion sociale. On va vous dire ça. Et on va dire qu'on a mené une réflexion à Koudgou, un atelier, un séminaire. Bon, bref. Mais nous ne sommes pas dans ça. Parce que jusque-là, on ne voit pas, peut-être pour le citoyen, on ne voit pas les fruits. Mais donc, l'aspect que moi je voudrais ajouter dans mon propos qui vient de s'achever, voilà, c'est l'idée donc de travailler à maîtriser, enfin, ou bien cette question de cohésion sociale avec donc la question des médias. Moi, je pense que si nous voulons travailler davantage sur cette question de cohésion sociale, on doit avoir une bonne réflexion entre cohésion sociale et médias. Que peut être donc l'attitude donc des médias publics et privés donc par rapport donc à la quête donc de cohésion sociale. Et je pense que c'est une grosse préoccupation quand on sait que, je parle des médias, y compris les réseaux sociaux, comment on fait avec tout cela pour justement préserver ou bien pour construire la cohésion sociale. Les autres éléments que je voudrais évoquer comme solution, c'est l'observation des faits religieux. Il faut être assez courageux. Ne pas perdre du temps pour se dire que c'est une grosse préoccupation que d'observer les faits religieux. Il faut faire un effort pour aller avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup donc de méthodes, avec beaucoup donc de tact pour justement arriver à prévenir la cohésion sociale sur les faits religieux. Il y a aussi ce que j'appelle les faits politiques. Parce que les faits politiques, c'est
actuellement, c'est comme si le point de divergence des Burkinabés se joue sur les faits politiques. Les partis politiques, c'est comme s'ils ne créent plus de problèmes que donc de solutions. Parce qu'il manque d'éducation de la classe politique. Les gens pensent que s'ils ne partagent pas des idées, ils sont des ennemis. Et enfin, les faits donc liés justement aux corporations comme les syndicats. Il faut observer ces différents éléments-là. Je pense qu'en observant actuellement ce qui se passe dans notre pays et en regardant à l'intérieur de ces différents faits, on pourrait donc prévenir, on pourrait consolider la cohésion sociale. La priorité est au direct et nous avons un téléspectateur en ligne depuis Bobo Dioulasso. Il s'appelle Amidou Sidibé. Bonsoir, monsieur Sidibé. Oui, bonsoir, monsieur. Vous avez des préoccupations, des contributions à ce débat. Allez-y, vous êtes en direct. Merci. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Moi, mon appel, c'est pour d'abord féliciter la hauteur du débat au niveau de ce plateau. Et dire que vraiment la façon dont se mène le débat est assez intéressant pour les Burkinabés. Et souhaiter que la télévision puisse dans les jours à venir reprogrammer ce débat-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me dis qu'au Burkina aujourd'hui, la préoccupation, c'est la cohésion sociale. Tout le monde parle de cohésion sociale. Donc, ça devrait être un comportement. Mais la première personne qui doit imprimer ce comportement-là, c'est le gouvernement, à travers un certain nombre de façons de faire. Premièrement, je crois, le point le plus important, c'est la justice sociale. Il est important que tous les Burkinabés aient de l'espoir, que tous les Burkinabés arrivent à un moment où ils disent « moi, je gagne quelque chose dans ce pays-là. Moi, je suis intéressé par le fait que ce pays-là reste debout. » C'est très important de ne pas marginaliser des Burkinabés au point qu'ils se disent « je n'ai plus rien à faire ». Et si on en arrive là, s'il y a beaucoup qui sont dans cette situation, le problème de sécurité va se poser. Le deuxième point, encore le plus important, c'est la justice. Il est très important que chaque Burkinabé sache que devant la justice, on est tous égaux. Devant la justice, on peut tous se prévaloir. Et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose, on peut le retrouver devant nos justices. Donc ce sont des choses qui sont très importantes. La cohésion sociale, on peut en parler toute la journée, mais ça doit être un comportement qui amène tous les Burkinabés à ce comportement-là. Et je pense que nous gagnerons. Voilà ce que je voulais dire par rapport au débat de ce soir. Merci à vous, M. Sidibé, d'avoir appelé de Bobo Dioulasso. Merci. Maître Kam, Mme Pegmende Kietga de Banfora souhaite avoir des mesures du gouvernement dans ce sens. Issaka Soulema va répondre. On vous permet de réagir. Il y a également Amidou Sidibé qui revient un peu sur les questions de justice sociale et de justice tout court. Justement, moi, ça m'intéresse que fait le gouvernement, parce que là, on entend tout à l'heure que, bon, voilà, il y a une stratégie qui est en préparation, ce qui est très bien. Mais déjà, ce que moi, je peux dire, il en va de la question de la cohésion comme de toutes les autres questions. Aujourd'hui, on a dit, oui, il y a des communications sur, mais ça produit pour moi, très souvent, l'effet pervers. Parce que si la communication, c'est de dire, il faut ci, il faut ça, et que les comportements sont aux antipodes de cette communication-là, ça produit l'effet pervers. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que dans nos pays, justement, on doit accepter de souffrir pour réfléchir. Parce que en réalité, il y a un ensemble de mesures qui ne valent rien si tout ça ne tend pas vers un objectif prédéterminé, ce qui en fait des politiques, ce qu'on ne voit pas. La deuxième chose que je voulais dire, parce que l'auditeur a parlé des jeux des politiques, des politiciens. Et justement, au Burkina, on est sous une dictature des hommes politiques qui sont arrivés à nous faire comprendre que si eux, ils ne s'entendent pas, c'est que les Burkinabés ne s'entendent pas. La réalité, c'est cela. Et donc, on a même envie de trouver des solutions pour que les politiciens s'entendent. Alors que ce n'est pas ça. Les politiciens, ils ne s'entendent pas aujourd'hui, ils ne s'entendront pas demain. Mais eux ne sont pas le Burkina. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Parce que toutes les questions, et quand on parle du Burkina, voilà, majorité, opposition,
Ils parlent pour le Burkina, mais ce n'est pas vrai. Tout le Burkina n'est pas politique, n'est pas affilié à eux. Donc, il faut qu'on ait cette distance-là. Et d'ailleurs, ce que je vais dire sur les risques sur la cohésion, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont parlé des problèmes de religion. Moi, aujourd'hui, franchement, je me dis, on n'a pas ce problème, la réalité. Parce que ces terroristes-là, ils ont commencé... Il n'y a pas une religion qui a été épargnée. Ils ont tué des imams, ils ont tué des chefs traditionnels, ils ont tué des prêtres. Donc, ils n'ont épargné personne. Mais par contre, sur le terrain religieux, ce qui commence à être dangereux, regardez le comportement de nos hommes politiques. Mais chacun expose, en fait, sa vie religieuse sur les réseaux sociaux. Mais ça, justement, on est en train de s'aimer des graines de la division, des problèmes religieux, parce que pour le moment, on n'en a pas au Burkina. Les religions vivent en harmonie. Qui est deux écervelés quelque part, ce n'est pas le problème. Mais si nos hommes politiques ne font pas attention et qu'ils activent la fibre religieuse, la fibre de l'appartenance ethnique et autres, on va avoir des problèmes. Et c'est sur ce terrain-là que pour moi, le gouvernement est interpellé, parce que souvent, le problème même vient de là-bas. D'accord. Voilà. Il y a Touré Oumar qui nous appelle de Bobo Dioulasso. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Controverse et vous êtes en direct. Posez-nous votre question ou vos préoccupations et même des contributions. Eh bien, félicitations à tous les intervenants sur votre plateau. Mais je voulais d'abord rappeler ceci. Il y a le secrétaire général de la CGTB qui appelle les intellectuels à ne pas se laisser, permettez-moi le terme, vautouriser, c'est-à-dire se transformer en vautour, et de savoir faire la différence entre la justice et l'injustice, l'arbitraire et l'injustice, et de se taire devant l'arbitraire et l'injustice, quand bien même ils peuvent aider à transformer les choses. Et je crois que le vrai problème qui fait que la cohésion sociale n'est pas de mise aujourd'hui au Burkina est dû à ça. Et il y a un amalgame que l'on fait sur la cohésion sociale en essayant par exemple d'opposer soit les partis politiques entre eux ou bien les syndicats et le gouvernement, alors que chacun est dans son rôle, un rôle reconnu du reste par la Constitution. Donc ce n'est pas cela le vrai problème de la cohésion sociale. J'en veux pour preuve la définition que votre collègue a donnée là-bas, monsieur en jaune. Eh bien, il a dit que la cohésion sociale, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils l'ont définie comme étant le fait de vivre ensemble de manière harmonieuse, avec un accès équitable de tous aux ressources. La notion d'équité ressort, la notion d'équité, le principe d'équité est ce qui fonde la justice. L'égalité de tous devant des lois justes, pas des lois corrompues, pas des lois taillées sur mesure pour sauvegarder les intérêts de quelques privilégiés. Et donc si on va sur cette base, ce qui est essentiel pour la cohésion sociale, c'est la justice. Et lorsque nous parlons de justice, dans ces derniers temps-là, quand vous parlez de justice, les gens se précipitent pour dire, eh bien, il ne faut pas accuser les politiques, la justice est indépendante. Mais ils ne se rendent même pas compte que la justice elle-même est justement le but de la politique. On fait la politique pour aboutir à la justice. Donc il n'y a pas de contradiction entre la politique et la justice. Est-ce que l'État et son pouvoir, ses autorités, n'ont pas pour objectif la réalisation de la justice sociale? Si, mais est-ce qu'ils l'ont fait tel que défini par monsieur à côté de vous là-bas? Non, est-ce qu'en Haute-Volta ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Et Thomas Sankara et sa révolution ont dépeint la période de la Haute-Volta comme ayant été 23 années de néocolonisation, oui, où il y avait un déni absolu. Laquelle? Que nous avons vu au TPR. Allô? Votre préoccupation, c'est laquelle? Parce qu'on est pris par le temps, il ne nous reste pas beaucoup pour la fin de cette émission. Eh bien, donc c'était justement pour attirer l'attention sur le rôle fondamental de l'État, de la politique, parce que c'est la superstructure dominante dans une société. Donc la justice sera ce que la politique veut qu'elle soit.
c'est-à-dire respectueuse des droits de l'homme et non pas justement faire du favoritisme, violer les droits des uns, tandis qu'on accorde des privilèges à d'autres. Vous avez évoqué la question de Yirgou. Moi, ça m'étonne qu'on envoie arrêter des citoyens qui s'arrogent le droit d'accéder à la liberté d'expression pendant que devant des bandits armés, on ne fait absolument rien. C'est ça la base de l'effritement de la cohésion sociale. Mais comme je prends tout le temps, je vais m'arrêter là pour vous inviter, vous intellectuels, à faire votre travail, à favoriser la justice et non pas l'arbitraire et l'injustice. Merci à vous, M. Touré, qui nous appelait de Bobo Dioulasso. Issaka Sirouema, on va finalement vous permettre de réagir à des préoccupations des téléspectateurs ce soir. Oui, très bien, merci. Je voulais quand même dire que quand le docteur Yara parlait de ce que fait le gouvernement, il a précisé qu'eux, ils ne sont pas dans ça. Bon, moi, je pense que avant qu'il y ait des problèmes relatifs à la cohésion sociale telle qu'on les vit aujourd'hui, ce n'était pas seulement le fait des gouvernants. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ces problèmes, mais ce n'était pas seulement du fait des gouvernants, c'est même du fait des individus, des groupes d'individus, des institutions légaux ou informelles. Donc, en réalité, c'est une problématique dont le gouvernement n'est pas le seul à devoir s'approprier. Donc, de ce point de vue, ce que le gouvernement fait, d'abord, quand on parle de cohésion sociale, le minimum, c'est que on en comprenne le contenu sémantique. Alors, donc, si on ne sait pas de quoi on parle, et tout le monde définit la cohésion sociale comme il le veut, non, le gouvernement ayant été élu par le peuple et qu'il le représente, il est de son devoir de donner une orientation. Alors, mieux, c'était un atelier technique national. Ça, c'était important. La vision, ok, on veut la cohésion sociale, mais qu'est-ce que la vision qu'on a? Ça, c'est bien. Si on me dit que ce n'est pas suffisant, je suis d'accord. Mais si on dit qu'on n'est pas dans ça, bon, excusez-moi l'expression, bon, je m'interroge, quoi. Alors, donc, je pense que c'est important que tout le monde s'approprie et que, justement, le gouvernement est chargé d'impulser, mais pas de faire la cohésion sociale, en réalité. Donc, le deuxième élément, les faits religieux. Là, je ne suis pas d'accord avec M. Kam, je suis plutôt d'accord avec le docteur Yara, parce qu'il y a des problèmes, effectivement, religieux. Quand on parle de la radicalisation, vous regardez le discours religieux tel qu'il est tenu aujourd'hui, on est perdu. Alors, vous écoutez les prêches sur les stations de radio ou de télévision, mais vous êtes surpris. Mais que fait le gouvernement pour arrêter tout ça? Actuellement, vous savez qu'il y avait un projet de loi qui a été élaboré sur la réglementation, en fait, des lieux de culte. Bon, alors, il y a eu un problème parce qu'il y a une communauté qui a estimé qu'elle n'avait pas été suffisamment représentée à un très haut niveau, mais ça, ce n'était pas du fait du gouvernement, c'était du fait de cette communauté religieuse. Alors, donc, et en attendant, mais c'est toujours dans les pipelines, en réalité, parce que si aujourd'hui, la Constitution reconnaît la coutume, et donc la religion coutumière africaine, traditionnelle, voilà, coutumière africaine. Alors, donc, si quelqu'un se lève et dit, bon, moi je crois à la religion traditionnelle, il va dans un coin d'un ministère, il égorge son poulet, mais ça va être le scandale. Bon, or, les lieux de culte aujourd'hui, alors vous allez voir des gens qui y prient, moi je ne suis pas contre. Mais il faut effectivement qu'on réfléchisse là-dessus. Épuisé. Voilà, okay. Certainement qu'on va réorganiser un autre débat pour revenir sur ce que le gouvernement fait. Mais et du reste, il y a d'autres plateformes également sur lesquelles le gouvernement... Parce que les politiciens s'entendent toujours, contrairement à ce qu'il a dit. Voilà, va finir parce qu'aujourd'hui, c'est les combinaisons, mais on finit toujours par s'entendre. Alors, merci à vous, M. Issaka Sirouema, d'être venu pour le débat. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au niveau du ministère en charge de la cohésion sociale. Était là également pour le débat Lionel Bilgo, communicateur, analyste politique. Également, dans le débat, nous avons reçu Maître Guy Hervé Kam, avocat et membre du Balai citoyen. Et enfin, Dr Jacob Yarabatioula, il est enseignant-chercheur, sociologue et spécialiste de l'extrémisme violent au Burkina. Voilà, on va s'arrêter là pour ce débat. Certainement que d'autres occasions nous seront offertes pour d'autres débats. Merci à vous pour votre attention et dans 2 semaines pour un autre numéro de Controverse. Au revoir.